C'est souvent du hasard que naît l'opinion, et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue. Jean de La Fontaine. Voilà, donc maintenant on va voir commencer la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décor pour une rentrée haute en couleurs qui, comme chaque année, est porteuse d'un espoir un petit peu naïf en l'avenir et qui ne se révélera être qu'une succession de nombreuses et cataclysmiques déceptions personnelles. Moi non plus j'aime pas trop la rentrée, moi aussi ça me déprime, mais comme il y aura toujours le cinéma, alors ça va. Et avant de se plonger dans des vidéos plus longues et des sujets plus complexes qu'on sera amené à traiter plus tard dans l'année, parce que oui, on va s'en prendre plein la gueule, il y a du lourd qui arrive. Du très très lourd. Eh bien, j'avais envie de commencer cette année sur quelque chose de tranquille, d'un peu nostalgique pour moi, et qui, je l'espère, sera source de découverte pour vous. Donc j'ai décidé de faire une vidéo de recommandation de films géniaux que j'ai découverts totalement par hasard. Parce que l'importance du hasard dans notre découverte et notre appréciation du cinéma, c'est quelque chose qui a tendance à complètement disparaître de fait de la surinformation dont nous abreuve la société. Pour les sorties récentes, ça relève de l'impossible. Je veux dire, il y a un film qui sort, j'ai 300 articles dans mon fil d'actualité qui en parlent. Donc autant dire que tu sais déjà tout du film avant même de l'avoir vu, à moins bien sûr que tu fasses l'effort de refuser de t'informer dessus, mais même en faisant ça, tu connais au moins le casting et le réal. Et donc malgré toi, tu fantasmes un peu ce à quoi le film va ressembler. Et même pour les films plus anciens, si tu veux ne serait-ce que lire le résumé du truc sur Google ou sur Wikipédia, tu te retrouves avec le réalisateur, le casting, le pays d'origine, la durée, le genre, l'appréciation du public et de la critique, le budget et le box-office. Et en étant à ce point saturé par une information que tu ne fais en fait même pas l'effort de chercher, et quelque part, ça a transformé durablement notre rapport au film, et ça a tué une forme de surprise dans notre expérience artistique de spectateur. D'où le fait qu'on accorde à ce point de l'importance au fait de ne pas être spoilé. Parce que c'est tout ce qui nous reste en fait. Mais découvrir un film en étant vierge de toute information à son sujet, c'est tellement rare que lorsqu'en plus le film est génial, c'est juste magique. Et peut-être que les films découverts de cette façon, quelque part, ils nous marquent plus que les films qu'on a eu le temps de fantasmer. Et c'est à ça en fait que j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui en vous présentant 5 films que j'ai découverts complètement par hasard et qui m'ont époustouflé. Et pour garder le mystère entier, je vous donnerai le moins d'informations possible à leur sujet et je ne vous en montrerai aucune image, tout en essayant de vous donner envie de les regarder. Ce qui risque d'être difficile, mais j'aime les défis. Alors on a tout, j'ai essayé de faire une sélection assez diverse, on a du film de fiction, du documentaire, de l'ancien, du récent, de l'américain et du français, dont un en particulier sorti très récemment, qu'on va garder en tout dernier, parce que j'ai un compte à régler avec lui. Et enfin, dernière petite précision avant de commencer, comme dans la vidéo des 20 films importants pour moi, les différents films présentés sont numérotés, mais l'ordre du classement n'a évidemment aucune importance, c'est simplement une mécanique narrative qui me permet de garder l'esprit du spectateur actif et de lui soutirer un maximum de... Numéro 1, on achève bien les chevaux. Ce titre. Mais ce titre, une émission d'Equidia. Voilà ce que c'est. Alors celui-là, c'est peut-être le plus connu de, entre guillemets, des films dont je vais parler aujourd'hui, pour la bonne et simple raison qu'un film avec un titre pareil, ça passe pas inaperçu. Alors si vous le connaissez déjà et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le recommander aux chanceux qui ne l'auraient pas encore vu dans les commentaires. On achète bien les chevaux est un film américain sorti en 1969, adapté du roman du même nom, publié en 1935 et réalisé par... quelqu'un. Oui, si la personne qui a fait le film est connue, je vais pas vous donner son nom. Et faites pas de recherche, jouez le jeu et allez-y sans rien savoir parce que c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui, comme son titre l'indique subtilement, a pour sujet principal la danse. Perso à l'époque, ces deux informations ont suffi à me convaincre. Un film avec un titre pareil et tu me dis que c'est sur la danse, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce film, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de le voir. Et c'est la vérité ce que je vous dis, je suis tombé sur le DVD de ce film par un après-midi pluvieux en vacances. J'ai lu le titre, j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais quoi? Et je l'ai regardé dans la foulée. Histoire de vous mettre l'eau à la bouche tout en restant vaguement mystérieux, on peut dire que le film parle... Non, vous savez quoi, j'ai même pas envie de vous dire précisément de quoi ça parle, parce que moi, à l'époque, je me le suis pris de plein fouet, en ayant juste en tête ce concept bizarre d'un marathon de danse, organisé sur un port, pendant la Grande Dépression américaine. Et dont on suit plusieurs participants qui, on va dire... vont expérimenter ce qu'est la souffrance physique. Voilà. Parce que On achève bien les chevaux, c'est un film qui est très cruel envers ses personnages, et qui est surtout très cynique dans le portrait qu'il dresse de la société américaine, qui est obsédée par l'argent et par la notoriété, à tel point qu'en fait cette obsession, elle devient complètement absurde. Mais là où pour moi le film est un tour de force, c'est dans son caractère de fable à la fois intemporel et protéiforme. Camoulox ? Bravo, bien joué Gilles. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que la première fois que j'ai vu le film, l'analyse que j'en avais fait
n'avait absolument aucun rapport avec le contexte socio-économique américain des années 30. Pour moi, au visionnage, c'était très clair que le film était une espèce d'illustration métaphorique des dérives de la société de l'image et du fait que, on érige des idiots en modèles et qu'en même temps, on lâche la foule sur eux au nom du sacro-saint divertissement, parce qu'il faut divertir la foule, et que c'est le plus important, peu importe les dégâts que ça cause. Un peu comme si le film préfigurait à l'asservissement de la télé-réalité et de toutes les dérives et les conséquences humaines et psychologiques qui en ont découlé. Et pour une meilleure compréhension des mécanismes que je suis en train de décrire, et pour un prix tout à fait raisonnable, je vous invite à lire l'ouvrage « La Société du spectacle » de Guy Debord. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, parce qu'en fait, le film ne peut pas parler de ces problématiques, tout simplement parce que ces problématiques n'existaient pas au moment où le film a été réalisé. Mais alors du coup, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que cette analyse, alors qu'on sait qu'elle n'a rien à voir avec le contexte de réalisation du film, est quand même hyper pertinente et marche parfaitement avec le message. Eh bien, tout simplement parce que On achète bien les chevaux est un chef-d'œuvre cinématographique, en plus d'être une fable à caractère intemporel. Ce à quoi ambitionnent d'ailleurs toutes les fables. Dixit Jean. Et non seulement le film reste infiniment pertinent, même une fois que t'as changé le contexte historique de son message, ce qui est quand même fou, je veux dire, entre nous, qu'un film qui a plus de 50 ans reste hyper pertinent pour décrire la société d'aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même dingue. Mais en plus, l'imagerie qu'il utilise pour véhiculer son message a tellement marqué les esprits qu'elle a été reprise partout, jusque dans les défilés de mode du couturier Alexander McQueen. Et c'est donc très logiquement que je ne vous en montre aucune image, parce que ça vous fait une raison de plus pour aller mater le film maintenant. Allez, maintenant qu'on a parlé d'un chef-d'œuvre, on va se détendre un peu, on va être plus court, et on va parler de Teenage Movie à l'américaine. Numéro 2, Pur Sang. Pur Sang est un film américain sorti en 2017 et réalisé par Cory Finley. Oui, celui-là, je peux dire son nom parce que tu ne sais pas qui c'est. Et parce qu'il n'a fait qu'un seul film, que c'est celui-là, et que tu ne l'as pas vu. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Equidia. Et par l'amicale des boucheries chevalines. Pur Sang est donc, comme je le disais, un teenage movie, c'est-à-dire que c'est un film qui prend place dans l'univers adolescent américain et qui a deux adolescentes comme personnages principaux. Deux amies qui se sont plus ou moins perdues de vue et qui vont se retrouver et s'entraider dans le cadre de l'atteinte d'un objectif et par la même occasion se réaliser en tant que femmes. Donc autant dire un schéma narratif extrêmement classique pour ce genre de film, avec le petit côté rebelle de la violence qui vient s'immiscer là-dedans, la tache de sang sur l'affiche, etc. tout ça. Et donc voilà, je tombe sur ce film en faisant une petite recherche sur mon site de streaming favori, malgré la répression féroce de la loi Adopi. Ça allait pas super fort, voilà, j'avais pas trop le moral, et moi quand j'ai pas le moral, je regarde des films sur des ados américains avec des problèmes d'adolescents. Parce que j'aime bien ce côté un petit peu naïf de faire de quelque chose de tragique, le fait que Brandon n'aime pas Samantha, alors qu'à côté il y a la guerre en Syrie, tu vois, le teenage movie est une sorte de Prozac, hein, bien sûr. Et donc je tombe sur Pur Sang et je me dis, mais attends, c'est absolument parfait, là, c'est une histoire de nanas bourgeoises américaines qui ont des problèmes d'adolescentes et tout, le tout avec un petit côté slasher qui veut se la jouer rebelle et tout, c'est parfait. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un thriller machiavélique sur la manipulation et la torture psychologique, extrêmement bien décrit, qui cite David Fincher et Michael Haneke comme influence. Je ne m'y attendais pas. Ça m'a bien boosté, hein, ça on est d'accord. En fait, si vous voulez, Pur Sang, c'est typiquement le genre de film qui est jouissif dans sa noirceur, c'est-à-dire que ça parle de sujets qui sont très graves, très réalistes, très lourds à traiter, et qui sont pas du tout atténués dans l'écriture, mais qui, mariés à une mise en scène pensée au millimètre, extrêmement calculée, extrêmement précise, le tout saupoudré d'une petite touche d'humour noir et de cynisme, et bah tu prends ton pied tellement c'est bien fait et tellement c'est malsain comme ça, où tu regardes les scènes, tu te dis la salope, comme ça, tu vois, pendant les personnages principaux. Et Pur Sang, c'est vraiment une petite pépite, parce que au-delà de tout ce que je viens de dire sur le côté très noir, très sombre, ça reste littéralement un teenage movie à l'américaine. C'est un film qui en reprend la structure et qui arrive à manager les deux dimensions côte à côte et à les faire coexister d'une façon qui est dingue, quoi. C'est à consommer sans modération en attendant la sortie du prochain film du gars. Ce qui va nous laisser un petit peu de temps pour aller faire un tour du côté de l'histoire de France en passant au numéro 3. Numéro 3, section spéciale. Mesdames et messieurs, la France. Enfin, la France de Vichy, quoi. Voilà. Sorti en 1975, Section spéciale est un film réalisé par un cinéaste français extrêmement connu, mais qui semble avoir été un peu oublié au milieu de sa filmographie foisonnante. Alors, heureusement qu'un obscur youtubeur cinéma dont tout le monde se fout est là pour y remédier. Section spéciale est donc un film sur le régime de Vichy, et plus précisément sur certaines lois très précises ayant été promulguées et appliquées durant cette magnifique période de notre histoire récente.
Que de souvenirs. Une histoire un petit peu oubliée donc, cachée en fait par les autorités françaises du fait de son caractère légèrement problématique. Et tellement bien cachée en fait qu'aujourd'hui encore, à l'exception des historiens évidemment, très peu de personnes ont connaissance de ces lois et du fait que oui, elles ont existé et oui, elles ont été appliquées. La réalisation de ce film ayant été rendue possible grâce à l'enquête du romancier Hervé Villeray, qui a finalement pu, en 1972, consulter pour la première fois les documents en question et les divers dossiers rattachés auprès des archives du gouvernement allemand. Parce que dans la grande tradition de l'administration française, on lui a répondu « bah va te faire enculer, au revoir ». Nous avons ainsi un film qui a défié directement le gouvernement français de son époque en disant que oui, on a collaboré, et qu'on a bien collaboré même, allant jusqu'à remettre en question les principes les plus fondamentaux du droit et de la justice. Et le film a l'ambition d'être porteur de cette réalité historique de la façon la plus fidèle possible aux événements tels qu'ils se sont déroulés, à tel point qu'il en oublie parfois qu'il est un film, et qui ne se gêne pas pour sacrifier la narration filmique divertissante traditionnelle au profit de la pure vérité historique. Ce qui fait que Section Spéciale est un film qui n'a pas du tout envie d'avoir une histoire au sens cinématographique du terme. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'être le récit d'une succession d'événements tels qu'ils se sont déroulés. Et ce parti pris d'écriture, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il s'adresse à nous, spectateurs, pour nous dire que l'histoire avec un grand H ne doit pas être romancée, mais simplement être dite sans emphase, parce que la vérité de ce qui s'est passé mérite d'être exposée au grand jour telle qu'elle. Et rien que du point de vue de sa démarche qui, encore aujourd'hui, est assez originale dans le registre du film historique, le film mérite d'être vu, mais c'est surtout un film qui est incroyablement bien réalisé et très représentatif de ce qu'était une partie des cinéastes français de l'époque, que tout le monde nous enviait et à qui on a finalement décidé de tourner le dos, des stylistes majestueux. Alors aujourd'hui, évidemment, la vérité qui est dépeinte par le film, elle est reconnue, elle est admise, elle est même enseignée en cours. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de notre chapitre sur la collaboration que mon prof d'histoire de l'époque nous avait emmené voir Section Spéciale au Forum des Images, parce qu'il y avait eu une projection exceptionnelle d'une pellicule d'époque entièrement restaurée, enfin c'était absolument sublime, et la projection s'était suivie d'une conférence avec des historiens et une survivante des camps de concentration françaises qui avaient été déportés, et tous ensemble, pendant plusieurs heures après le visionnage du film, on a pu discuter de ce qu'était la collaboration, de ce qu'était le régime de Vichy, avec comme support Section Spéciale, qu'on avait découvert juste avant. C'était une séance très particulière, mais absolument passionnante, et Section Spéciale est un film qui nous rappelle que, oui, le cinéma, ça sert aussi à ça sert à dire la vérité. Et c'est amusant qu'on parle de ça, justement, parce que c'est le sujet du numéro 4. La vérité, le documentaire, tout ça. Si on était mauvaise langue, on jurerait que c'est fait exprès, dis donc. Numéro 4, Capturing the Friedmans. Imaginez. Vous avez une journée de cours qui a terminé extrêmement tôt. Vous arrivez chez vous, vous avez même pas encore déjeuné, et pendant que vous vous préparez votre repas, vous vous dites « Ah tiens, ce serait bien de regarder un petit truc, voilà, histoire de passer le temps, une partie de l'après-midi, avant de se consacrer assidûment à son travail scolaire, n'est-ce pas ?» Et puis vous parcourez les pages, sans truc précis à regarder, et vous dites « Ah tiens, pourquoi pas un documentaire ?» C'est ça, oui, pourquoi pas, ça a longtemps. C'est quoi ça? Capturing the Friedmans. Ouais, pourquoi pas, ça parle de quoi? Une affaire criminelle? Ouais, bof. Moi, de toute façon, c'est pas grave, c'est juste le temps de manger. Et 2 heures plus tard, bah votre vie est foutue. Hein. Je sais pas comment le dire autrement, parce que ils sont rares les films qui nous font du mal. Vraiment, du mal. Pas les films qui nous choquent, pas les films qui nous montrent des images violentes, graphiques, etc. Mais les films qui installent en toi un tel sentiment de malaise que tu sais que l'expérience que tu es en train de vivre se rapproche plus du masochisme qu'autre chose. Et Capturing the Friedmans est peut-être le seul film que j'ai jamais vu dont je pourrais dire sans exagérer qu'il m'a fait du mal. Ce film m'a fait du mal, moralement et physiquement. Il a tellement réussi à m'impliquer dans le déroulé de son récit et dans les interrogations philosophiques qui en ressortaient, notamment concernant la notion de vérité et le paradoxe de savoir si finalement, est-ce que la notion même de vérité a encore un sens, après toutes les souffrances infligées directement et indirectement à des gens innocents, qu'il m'a finalement laissé agonisant sur le sol, en train de me noyer dans toutes les larmes de mon corps que j'avais préalablement pleurées.
Capturing the Friedmans est un documentaire américain qui relate une affaire judiciaire, celle de Arnold Friedman, un père de famille nombreuse dans les années 90, qui a été accusé du jour au lendemain de multiples agressions sexuelles commises sur tout un tas d'élèves de l'école élémentaire où il enseignait en tant que prof d'informatique. Et cette histoire absolument sordide, elle est racontée du point de vue des enfants de la famille Friedman qui expliquent comment est-ce que ces accusations à l'encontre de leur père ont détruit leur vie en fait. Entendons-nous bien, Capturing the Friedmans est un film sordide. Mais vraiment, c'est un film qui est très difficile à regarder tant les faits et les émotions qui sont partagées aux spectateurs sont complètement inconcevables pour nous qui n'avons pas vécu ce qui se passe. Mais c'est surtout un véritable chef-d'œuvre de mise en récit qui arrive à t'impliquer comme aucun autre documentaire n'a su le faire, avec moi en tout cas, dans le déroulé de cette affaire et dans ses multiples rebondissements. Et pour ça, malgré le fait que ce soit un documentaire, je pense très sincèrement que Capturing the Friedmans est, à l'heure actuelle, le meilleur thriller policier que j'ai jamais vu de ma vie. Fiction et documentaire confondus. Par contre, c'est peut-être le seul film dont je vous parle ici où je mettrais un réel avertissement avant visionnage, parce que ce qui est raconté et ce qui est partagé comme émotion, c'est vraiment très difficile à vivre. C'est vraiment horrible ce qui se passe dans ce film, et l'histoire de ces gens est absolument atroce. Toutes les souffrances personnelles et intimes qui sont vécues par les protagonistes sont épouvantables, et je pense vraiment qu'il faut être un minimum blindé avant de voir un film pareil sur un sujet pareil. Heureusement aujourd'hui, j'ai un cœur de pierre. Ce qui m'empêche pas de me sentir complètement con et vraiment honteux lorsque je commets des erreurs de jugement à l'emporte-pièce. Et il y en a notamment un que j'aimerais réparer maintenant avec le dernier film dont je vais vous parler dans cette vidéo. Numéro 5, Petit Paysan. Petit Paysan n'est pas vraiment un film que j'ai découvert par hasard, dans le sens où c'est un film dont j'avais connaissance, mais que j'étais certain à 99% de profondément détester. Et lorsque je l'ai vu, l'aimer a été une telle surprise que je me suis senti mais complètement con d'avoir osé le juger sans savoir. Mais pour comprendre le contexte de ma haine de l'époque complètement injustifiée vis-à-vis de ce film, remontons un peu le temps. En 2018, lors de la 43e cérémonie des Césars, il y a deux films qui concentrent toutes les attentions au sein de la catégorie meilleur premier film. Grave, de Julia Ducournau, et Petit Paysan, de Hubert Charuel. Et à l'époque, le coup d'éclat de Grave, il avait mis des paillettes dans les yeux de tous les amoureux du genre et de ceux qui croyaient qu'un autre cinéma français était possible. Et je fais partie de ces gens-là. J'ai défendu Grave comme un taré à sa sortie, et c'était même mon film préféré de l'année 2017, pour tout ce qu'il incarnait et pour tout ce dont il était, peut-être malgré lui, le symbole. Et le film avait alors atteint un certain degré de notoriété, on en parlait partout, et quand on a vu qu'il était nominé au César, mais alors là on se sentait plus pissé. Un film français d'horreur cannibale, réalisé par une nana qui avait fait La Fémis, donc un truc un peu noble, tu vois, qui parlait d'un sujet de genre, qui arrivait par la grande porte à la cérémonie des Césars. Mais c'était magnifique, c'était beau, le film devait gagner. Personnellement, je savais qu'il ne gagnerait pas les récompenses nobles, parce qu'il ne faut pas trop en demander à l'Académie non plus. Mes premiers films, c'était magnifique, ça aurait été un symbole, un message adressé aux producteurs français pour leur dire « oui, c'est possible, oui, vous pouvez produire ce genre de film, oui, ça va marcher, et oui, vous allez être récompensé. » Et résultat, c'est la chronique sociale sur un agriculteur qui a gagné. Soit le sujet le plus classiquement français abordé dans un film de l'année. Ah, ça a piqué, hein. J'ai grinché des dents à l'époque, hein, oui. Et donc, comme un connard ignorant, je me suis mis à cracher sur Petit Paysan, alors que je l'avais pas vu, et que j'avais pas du tout envie de le voir. Parce que ce film m'avait volé une toute petite victoire tant attendue d'un combat que je mène à micro-échelle sur cette chaîne depuis des années, où on défend un cinéma français différent, des cinéastes qui osent, etc. Et le fait que ce soit la putain de chronique sociale sur un agriculteur qui a gagné, on n'allait pas être copains. Il y avait un froid, une certaine gêne entre ce film et moi. Et donc pendant des mois, j'ai ruminé un peu ma colère. Et lorsque Petit Paysan a été enfin disponible sur les plateformes de vidéo à la demande,
pareil que les autres films de la vidéo, un après-midi où j'avais rien à faire, etc. Je me suis dit, tu sais quoi, on va le regarder, et ce film, je vais me le faire. C'est-à-dire que je l'ai regardé dans l'optique express et affiché d'en dire du mal, et dans le but de le défoncer, dans une vidéo ou une critique. Sauf qu'il y a quelque chose que j'avais pas du tout prévu dans mon plan, c'est que je me suis retrouvé face à un film génial, hyper intéressant, sincère, et qui arrivait à sa manière, malgré le fait que ce soit un film sur une chronique sociale agricole, à être transgressif. À être transgressif en mélangeant les genres et en faisant d'une histoire de vache laitière un thriller poisseux et hyper prenant. Un film qui arrivait à jongler entre un réalisme très français et une supra-esthétisation très discrète de certaines scènes et de moments complètement inattendus, à la frontière de l'onirisme, et avec beaucoup de scènes très dures, très violentes. Je m'attendais à tout, sauf à une telle réussite. Je me suis senti profondément honteux d'avoir craché sur un film génial, tout ça parce que j'avais pas fait l'effort de m'intéresser à ce qu'il était réellement, au-delà de mes fantasmes de cinéphile aigri. Après, oui, Petit Paysan est un film très français, parce que même si ça mélange les genres, ça reste quand même une chronique sociale sur un agriculteur, tout ça. Mais même si je suis profondément déçu que Grave n'ait pas eu le César, après avoir vu Petit Paysan, une chose est sûre, c'est que son César, c'est peut-être pas à lui que je l'aurais donné, mais au moins il le mérite. Alors mon cher Hubert Charuel, pardon. Voilà, pardon. Je suis désolé d'avoir jugé sans avoir vu. Il est super ton film. Tellement super qu'il a balayé tous mes préjugés dès le premier visionnage, et que je suis même en train d'essayer de convaincre des gens de le regarder, tu vois. Alors peut-être que je l'ai aimé par hasard, mais c'est vraiment très sincèrement et du fond du cœur que je vous dis, allez mater Petit Paysan. Un film qui arrive à rendre hyper prenante une histoire de vache laitière. Et c'est bien pour ce genre de tour de force que le cinéma a été inventé. Allez, sur ce, fini les conneries, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si jamais vous avez déjà vu certains films dont j'ai parlé et que vous les avez appréciés, n'hésitez pas à les recommander aux autres dans les commentaires. Et pour ceux qui ne les auraient pas vus, eh bien, allez les voir. Et faites-moi aussi un retour dans les commentaires, je serais vraiment très intéressé de savoir ce que vous en avez pensé et si je les ai bien vendus en quelque sorte. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, qu'attendez-vous ? C'est super ici. On s'amuse bien, on parle de cinéma, on raconte des conneries. Et si jamais vous avez envie d'avoir plus de contenu, plus de conneries et plus de cinéma, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, mon compte Instagram, mon compte Sens Critique et mon compte Facebook. Tous les liens sont évidemment dans la description. Allez, moi je retourne travailler sur mon prochain court-métrage et je vous dis à plus. Ciao tout le monde.